Bien, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue pour cette dernière conférence IMA de l'année 2024. Et donc, comme vous le savez, avant de donner la main à nos intervenants, je vous propose de faire un rapide présentation des calendriers des prochaines conférences. Donc, nous reprendrons le mardi 14 janvier, donc la conférence sur la loi de finances, donc présentée par Éric Quentin, et on sait tous qu'il y aura un certain nombre de textes importants, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et nous aurons également le 28 janvier une conférence sur la CS3D, donc qui sera animée par Sarah Bagnon, associée KPMG. Nous aurons eu un premier semestre 2025 très riche, hein, avec une douzaine de conférences donc, qui vont traiter bien évidemment de tout ce qui tourne autour de l'actualité de la durabilité. Ça va être le fil rouge de cette année 2025. Mais nous aurons également beaucoup d'autres sujets, tant sur l'actualité IFRS que sur des aspects institutionnels, notamment l'autorité des marchés financiers sera amenée à intervenir. Sophie Barranger, qui est secrétaire générale adjointe et directrice des enquêtes à l'AMF, nous fera l'amitié de venir présenter l'activité de sa direction et les sujets qu'il faut entendre. Nous aurons bien évidemment un certain nombre de retours de l'autorité des normes comptables qui, comme vous le savez, pilote notamment tous les projets durabilité pour les entreprises de la deuxième ou troisième vague, sans oublier bien évidemment des textes de normalisation tels que le fait générateur du revenu ou autre. Donc, des conférences sur des thèmes très variés avec toujours des conférenciers d'excellente qualité, ce qui me permet tout de suite la transition et donc accueillir ce matin donc Édouard Fossa. Bonjour Édouard. Donc Édouard est l'associé en charge de la doctrine au sein du cabinet Forvis Mazars, mais Édouard a également un poste important, a deux postes importants puisqu'il est président du FONSI et par ailleurs président du comité comptable EIP, donc pour toutes les sociétés, je dirais, cotées. Pardonnez-moi ce petit raccourci. Et donc, Édouard est accompagné, alors on le connaît bien, hein, c'est pas ta première conférence, loin de là, et tu nous fais l'amitié de, Non, non, je crois pas. voilà, tu fais toujours l'amitié de prendre cette dernière conférence de l'année. Et puis, donc, tu es accompagné, là, en revanche, un visage nouveau, mais on aime bien les visages nouveaux chez IMA. Donc, Nicolas Millot, qui est senior manager à la direction technique de Mazars et qui travaille avec toi et Forvis d'autres Mazar, associés. Patrick. Forvis Pardon? Mazar. Forvis Mazar. Forvis Mazars, pardon, Forvis Mazars, voilà. Donc, un grand merci à vous deux d'avoir pris en charge cette conférence qui est très attendue puisque vous allez nous, j'ai pu dire, ramasser en 1 heure et demie tout ce que nous devons savoir pour la clôture des comptes, traitant à la fois de problématiques IFRS, mais bien évidemment avec un aspect durabilité qui prend une importance toujours croissante. Et donc, voilà, je vous cède tout de suite le micro, si je puis dire. Et merci encore de votre présence ce matin, Édouard et Nicolas. Merci Patrick. Bonjour à tous et bienvenue donc à cette conférence IMA qui est consacrée à la préparation de l'arrêté des comptes 2024. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les principaux points d'attention pour la préparation de ces comptes en normes IFRS et avec une orientation plus particulière pour les entreprises industrielles et de services, les aspects spécifiques bancaires ou assurances ne sont pas couverts par cette conférence. On commencera par des thèmes liés à l'actualité, notamment en lien avec la durabilité, mais pas seulement.
et avant de passer dans une seconde partie à l'actualité normative sur la base des nouveaux textes applicables en 2024 et de décisions du comité d'interprétation des IFRS ou de l'ESMA. Mais le temps imparti étant réduit, je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet avec Nicolas, qui est spécialiste instruments financiers, sur les contrats d'approvisionnement en énergie verte. Merci Edouard, bonjour à tous. Donc on va commencer avec les contrats d'approvisionnement en énergie verte ou ce qu'on a l'habitude d'appeler les PPA VPPA, donc PPA pour Power Purchase Agreement. Donc là, sur cette première slide, on a fait un petit peu un récapitulatif des deux types de contrats qui existent au niveau des PPA. À gauche, donc, vous avez ce qu'on va qualifier de contrat physique. Donc ici, on est dans la situation où on a un producteur qui va aller se fournir auprès d'une centrale éolienne ou solaire qui va produire de l'électricité, qui va mettre cette électricité dans le réseau, qui in fine va arriver chez le consommateur. Donc on est vraiment ici dans une transaction physique avec livraison physique de l'électricité et un lien contractuel entre toutes les transactions. À droite, on est sur ce qu'on appelle des virtuels Power Purchase Agreement. Donc pourquoi virtuel? Parce qu'ici, on est dans le cas d'un contrat signé avec une unité de production, donc solaire ou éolienne, par exemple, qui ne prévoit pas une livraison physique de l'énergie. On va plutôt être sur un contrat qui va en réalité garantir au producteur un prix de vente sur le marché et donc auquel on va plutôt garantir un écart de prix entre le prix de marché et le prix de vente. Donc, dans ce deuxième cas, on est plutôt dans un instrument qui va se comporter comme un dérivé, puisqu'on va venir échanger des flux de trésorerie qui vont être liés à un prix d'électricité sans livraison physique de l'électricité au consommateur. Donc, dans ce deuxième cas, on peut se demander pourquoi est-ce que les entreprises passent par ce type de mécanisme. Pour deux raisons, potentiellement parce que ça permet de couvrir le prix de l'électricité, ça on y reviendra un petit peu plus tard, et ça permet également de récupérer des certificats d'énergie verte qui vont être utiles pour aller communiquer sur la nature de l'électricité consommée. On a donc, comme vous le voyez, deux mondes et deux enjeux différents sur le plan comptable. Donc, dans le cas des PPF physiques, on va être sur des questions de qualification de O-News, c'est-à-dire est-ce que je peux qualifier ces contrats comme venant alimenter ma production propre d'électricité? Et dans le deuxième cas, on va être sur des enjeux de documentation de couverture pour ce qui concerne les VPPA. Donc, on va venir sur ces deux thématiques puisque actuellement, on a un amendement qui est prévu pour répondre à ces deux problématiques qui ont fait couler beaucoup d'encre sur ce sujet-là et qui vont apporter des assouplissements aux dispositions d'IFRS 9 telles qu'on les connaît sur ce type de contrat spécifique. Donc là, on a un amendement qui vient modifier les normes IFRS 9 et IFRS 7, qu'on qualifie d'amendement PPA. Donc c'est un projet qui remonte à juillet 2023 avec un exposé sondage qui a été publié en mai dernier et un amendement, enfin, comme vous pouvez le voir, qui est imminent puisque la publication est prévue au mois de décembre de cette année. En matière de date d'application effective, compte tenu du processus de validation au sein de l'Union européenne, au mieux, on sera a priori sur une application pour les comptes semestriels au 30 juin 2025 et sinon, ce sera disponible pour l'application au 31 décembre 2025. Donc, on a trois sujets sur lesquels porte l'amendement. Le premier, ça va être le champ d'application du critère O-News et quels critères vont venir assouplir cette définition au cas particulier des PPA. On a les modalités d'application de la comptabilité de couverture pour les VPPA. Et enfin, un volet d'informations spécifiques à fournir en annexe, donc dans la norme IFRS 7, pour ces deux types de contrats. Donc, si on rentre dans le contenu de cet amendement, on va commencer par la première problématique sur les PPA physiques et la qualification de O-News. Donc, si on rappelle brièvement la problématique, pour le O-News, la question est peut-on continuer à utiliser cette qualification dans la mesure où ces contrats peuvent aboutir à des situations où on se trouve en approvisionnement excédentaire, où on ne va pas forcément utiliser l'énergie au niveau de l'acheteur, par exemple parce qu'elle elle n'est disponible que les nuits, les week-ends, etc.
Et donc, une fois qu'on est amené à devoir revendre la capacité excédentaire dont on dispose, peut-on encore dire qu'on est dans le haut news et que, on est dans une production propre véritablement? Donc l'amendement vient apporter un petit peu de souplesse là-dessus. Dans un premier temps, en matière de champ d'application, il vient un petit peu circonscrire le périmètre puisqu'il vient porter sur les contrats qu'on qualifie de nature dependent electricity ou dépendant de facteurs naturels et qui présentent trois caractéristiques. La première caractéristique, c'est que la production de l'électricité doit dépendre de facteurs naturels alors qui ne sont pas précisés, puisque la liste est pour ne pas restreindre cette définition, et ces facteurs qui sont non contrôlables. Le deuxième critère, c'est en matière de modalité de paiement qu'il faut soit un paiement net du différentiel entre le prix contractuel et le prix de marché, donc là on se situe au niveau des VPPA, ou un paiement brut du prix contractuel pour les PPA physiques. Enfin, il faut une exposition à la variabilité, une variabilité contractuelle des flux de trésorerie, et cette exposition dépendra de la quantité d'électricité qui sera effectivement produite. Donc, c'est le cas de contrat pay as produced, donc on est prêt à supporter quelque part l'aléa de production par rapport aux flux qui vont être générés par le contrat. Donc, quels sont les critères d'analyse une fois qu'on a défini ce périmètre suffisamment précisément? Donc, il y a trois conditions pour bénéficier de cet amendement qui permet de continuer à utiliser la qualification de O-News pour ce type de contrat. Le premier critère donc, qui découle directement de ce que je viens de dire, c'est que les flux contractuels doivent comporter une variabilité qui résulte d'une source naturelle. Ensuite, on a une obligation pour l'entité de revendre tout ou partie de l'électricité renouvelable qui est issue du PPA sur un marché donné et sur certains intervalles de temps du fait de l'architecture du marché. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ces situations où on serait obligé de revendre du fait de la structure de marché, c'est des situations où on ne sait pas stocker. Par exemple, quand l'électricité arrive dans des proportions que l'entreprise n'est pas en mesure de stocker et qu'on n'a pas d'autre choix que de la remettre dans le réseau. Donc, si je ne peux pas consommer l'électricité qui m'est fournie, je suis obligé de la revendre et c'est notamment comme cela que ça fonctionne en France. Donc, sur ce type de marché, notamment, on peut partir du principe que, a priori, la condition sera remplie. Et enfin, on a une troisième condition qui est que l'entité reste en situation d'acheteur net. Ce qui veut dire que si elle a vendu une capacité excédentaire, elle a racheté ou elle s'attend à racheter un volume d'électricité au moins équivalent au volume vendu. Il faut que cette transaction se déroule sur le même marché, donc ce qui veut dire que par exemple, on ne va pas avoir de compensation possible de vente en France en allant réaliser des achats en Argentine. Et enfin, il faut un délai raisonnable qui tient compte de la saisonnalité de la production et du caractère cyclique de l'activité, mais qui est quand même capé à 12 mois. Donc ici, on est sur une disposition qui est quand même très intéressante, puisque jusque-là, ce n'est pas du tout la façon dont on fonctionnait. Et tout ça représente un assouplissement assez considérable. L'exemple qu'on peut avoir en tête, c'est un consommateur qui aurait de gros besoins, par exemple pour se chauffer l'hiver, et qui aurait des besoins moins importants l'été. Bah, dès lors que au sein de son cycle de production, sous réserve que ce soit plafonné à un an, il réalise les rachats un petit peu plus tard, même s'il revend l'été, tout ça permet de rester dans les clous de l'amendement. Donc, si vous souhaitez plus de détails sur ces critères, on a également réalisé une étude détaillée dans un de nos numéros doctrine de septembre 2024, auquel vous pourrez accéder en cliquant sur le lien une fois le support reçu. Donc ça, c'était pour ce qui concerne la qualification de O-News. Le deuxième sujet, c'est les questions de comptabilité de couverture au niveau du VPPA. Donc, je vais passer un petit peu plus rapidement sur ce sujet. L'idée ici étant d'apporter des assouplissements en matière d'éligibilité d'une relation de couverture de flux de trésorerie dans le cas de VPPA. Le point central de ces amendements, c'est de permettre un assouplissement sur la possibilité de désigner comme élément couvert un nominal variable de la transaction future d'électricité. Dès lors que cette variabilité est alignée avec la variabilité attendue de la production d'électricité, on est dans les clous de l'amendement et on peut documenter comme élément couvert un nominal variable, ce qui jusque-là n'était pas le cas au regard des dispositions actuelles d'IFRS 9.
Et on a également un assouplissement, puisque quand on couvre une transaction future en cash flow hedge sous IFRS 9, on doit justifier et documenter une réalisation hautement probable. Donc ici, dès lors que on a des flux de trésorerie qui sont subordonnés à l'existence de flux sur l'élément couvert, en l'occurrence la production d'électricité, ici on a une présomption qu'on va venir satisfaire ce critère. Donc également un assouplissement à ce niveau-là. En revanche, les autres conditions de comptabilité de couverture restent applicables, donc il faudra tout de même rester vigilant, notamment en matière d'inefficacité, lorsqu'on va utiliser par exemple un contrat qui va être référencé sur le prix de l'électricité du marché espagnol pour couvrir une consommation en France, notamment. Enfin, troisième volet de l'amendement, c'est tout ce qui est disclosure, information à présenter en annexe. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Vous voyez ici une liste de nouvelles informations qui sont demandées pour les instruments qui bénéficient des amendements. Donc, un certain nombre d'informations qualitatives, quantitatives, mais pour lesquelles finalement on ne demande pas d'informations complexes comme la juste valeur des contrats ou des choses qui pouvaient être présentes dans les discussions préliminaires et qui finalement n'ont pas été maintenues dans l'amendement définitif. Par contre, il faut faire attention, c'est à l'information à donner sur la gestion par l'entité du risque pour un contrat de devenir onéreux. Donc ça va représenter une source de complexité dans le volume d'informations à fournir dont il faudra également tenir compte. Alors concrètement, quelle est la situation aujourd'hui et que peut-on faire pour l'arrêté des comptes au 31 décembre 2024? Ici, la réponse va être différente selon qu'on raisonne sur les PPA et la qualification en haut news ou la comptabilité de couverture. Sur le haut news, on part du principe qu'on peut intégrer dans l'analyse que l'on fait aujourd'hui le contenu de l'amendement. Mais il faut faire attention puisque théoriquement, si on a déjà mis en place des contrats PPA pour des montants significatifs et pour lesquels on a déjà arrêté un choix de méthode comptable dans la manière d'interpréter les textes, il ne sera pas possible de changer cette méthode comptable avant que l'amendement ne soit applicable, dans le respect du principe de permanence des méthodes. Mais par contre, dans le cas où on aurait des montants non significatifs ou une politique comptable qui n'aurait pas encore été définie, là, il serait possible d'intégrer les dispositions de l'amendement dans l'analyse qui serait réalisée à la clôture. Donc, en résumé, si j'ai déjà une méthodologie établie en matière de traitement des PPA, je dois attendre l'application effective de ces amendements en 2025. Si ce n'est pas encore le cas et que je n'ai pas de méthodologie établie pour la qualification aux news, je peux utiliser les éléments de l'amendement dans la façon d'interpréter les éléments de texte actuels d'IFRS 9. En revanche, sur la couverture, comme je l'ai précisé tout à l'heure, on est vraiment sur des nouveautés introduites qui sont en conflit direct avec l'état actuel de la norme, notamment sur le fait que jusqu'ici, on ne pouvait pas couvrir de nominal variable. Donc, on ne peut pas appliquer par anticipation le contenu de l'amendement en matière de couverture pour les VPPA. Encore une fois, donc on espère que le processus d'adoption au sein de l'Union européenne permettra une application dès les comptes semestriels au 30 juin 2025. Donc, c'est un processus qu'on suivra avec attention pour s'assurer qu'on puisse bénéficier au plus tôt de tous ces assouplissements. Enfin, dernier point, c'est un rappel des recommandations de l'AMF alors, au titre de 2023 et également au titre de cette année. Donc, vous voyez ici un certain nombre de recommandations, sachant que les recommandations 2023 restent applicables. Donc, au-delà des informations qui sont demandées en matière de traitement comptable, de précision des volumes concernés, etc., un des enjeux majeurs est quand même de respecter la cohérence entre les états financiers et les autres supports de communication, notamment tout ce qui est reporting extra-financier, communication en matière de durabilité, pour s'assurer qu'on n'a pas d'incohérence, par exemple, entre une communication extra-financière qui mettrait en avant l'utilisation d'électricité verte et des informations qui ne seraient pas répercutées à ce titre en annexe, qui ne mentionneraient pas de PPA ou d'autres contrats de ce type. Donc, être bien vigilant à l'articulation entre les états financiers et les autres supports de communication. Nous en avons fini donc avec le premier sujet sur PPA, VPPA. Je repasse maintenant la parole à Édouard pour la décision IFRIC et S37. Oui, merci Nicolas. Donc effectivement, on va aborder une décision du comité d'interprétation des IFRS qui
nous éclaire sur les conditions pour reconnaître une provision au titre des engagements pris pour réduire et compenser les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a là ici le cas d'une entreprise qui a annoncé son engagement de réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre à un horizon défini, par exemple 2030, et qui indique qu'à compter de 2030, elle compensera toutes ces émissions résiduelles qu'elle n'aura pas réussi à supprimer via ses efforts de réduction des émissions. Et dans ce cadre, le comité d'interprétation a examiné 3 questions. La première, c'est est-ce qu'un engagement pris publiquement génère une obligation implicite au sens d'IAS 37? Deuxième question, est-ce qu'une provision doit être comptabilisée dès l'annonce des engagements? Et troisième question, si une provision est comptabilisée, quelle doit être sa contrepartie? Les principaux enseignements que l'on tire de cette décision de l'IFRIX sont les suivants. Premièrement, un engagement public n'est pas nécessairement suffisant pour créer une obligation implicite. Il faudra analyser les faits et circonstances particuliers pour déterminer si l'entité conserve une capacité à revenir sur cet engagement. Et pour ça, on tiendra compte des pratiques passées de l'entreprise, également du temps qui sépare l'annonce de l'engagement du point de départ des actions auxquelles elle s'est engagée pour déterminer si effectivement les circonstances peuvent changer et si elle a toujours la capacité à revenir sur cet engagement. Deuxièmement, l'engagement de réduction, donc deuxième enseignement, l'engagement de réduction des émissions ne donne pas lieu à provision parce que les dépenses correspondantes sont porteuses d'avantages économiques futurs et sont généralement activables. La plupart du temps, il s'agit d'investissements ciblés afin de réduire les émissions dans le processus de production. Et troisièmement, l'engagement de compensation des émissions résiduelles, lui, est susceptible de générer une provision, mais il ne générera de provision qu'à compter du fait générateur de l'obligation. Et dans le cas particulier, ce fait générateur, il intervient au moment de l'émission des gaz à effet de serre qui doivent être compensés. Et par conséquent, il n'y aura aucune provision avant 2030, qui est le début de la période pour laquelle l'entité s'est engagée à compenser ses émissions. Alors sur le slide suivant, on récapitule les différentes étapes de l'analyse à mener. Cette analyse, elle commence donc par l'appréciation de l'existence d'un engagement pris par la société qui peut créer une obligation implicite. Mais dans un deuxième temps, il faut regarder si l'engagement pris concerne une obligation passée, auquel cas il peut y avoir une provision, ou une obligation future qui, elle, ne peut pas être provisionnée. En synthèse, nous pouvons obtenir que pour qu'une provision soit constatée, il est nécessaire qu'un engagement créant une obligation implicite soit pris, mais ce n'est pas une condition suffisante. Alors, ce sujet a été repris par l'AMF et l'ESMA dans leurs recommandations pour la clôture, et les deux régulateurs encouragent les émetteurs à présenter leur analyse d'éventuelles obligations liées aux engagements climatiques, ainsi que leurs conclusions sur la constatation ou non d'une provision. Je vous propose de poursuivre sur le sujet des enjeux climatiques en abordant maintenant l'exposé sondage de l'IASB sur le traitement des incertitudes liées au climat dans les comptes, en anglais Climate Related and Other Uncertainties in Financial Statements. L'objectif de ce projet, c'est d'aider à améliorer l'information sur les incertitudes relatives au climat et à renforcer les connexions qui doivent être faites entre les différents rapports financiers d'une entité. On n'est pas sur des amendements de normes. Dans cet exposé sondage, l'IASB propose 8 exemples illustratifs
qui viendront compléter donc le volume B des normes IFRS concernant les normes génériques comme IAS 1 ou IFRS 18 ou les normes spécifiques IAS 36, IAS 37 et IFRS 7. Donc, on est sur des exemples illustratifs. Ça veut dire, ça renforce le message déjà passé par l'IASB que les normes actuelles sont suffisantes pour traiter des incertitudes liées au climat. Ces exemples illustratifs, ils illustrent le fait que lorsque les dispositions d'une norme spécifique ne sont pas suffisantes pour fournir une information importante pour le lecteur des états financiers, il convient alors de se référer aux dispositions générales de la norme IAS 1, et en particulier ces paragraphes 125, 129 et le paragraphe 31, pour déterminer si une information est nécessaire. Alors ce matin, on ne va pas passer en revue les 8 exemples, mais je vous propose d'examiner les 2 premiers qui portent sur l'appréciation de la matérialité de l'information en application du paragraphe 31 d'IAS 1. Alors ce paragraphe 31, lui, donc, il prévoit qu'une entité doit s'interroger sur la nécessité de produire des informations complémentaires lorsque, en appliquant les obligations d'information dans les autres IFRS, elle constate que cette application s'avère insuffisante pour que les utilisateurs puissent comprendre l'impact de certaines transactions ou événements sur la situation financière de l'entité ou sa performance. C'est donc, je dirais, la voiture-balai de l'information financière et c'est le paragraphe que l'on va regarder en dernier lieu si les différentes étapes de l'analyse n'ont pas conduit à fournir une information importante. Donc l'exemple là, l'exemple 1, il décrit une entreprise industrielle qui opère dans un secteur fortement capitalistique exposé à des risques de transition écologique. Et d'ailleurs, l'entreprise a établi un plan de transition et a communiqué dans un rapport financier en dehors des états financiers un plan de transition à 10 ans qui prévoit des investissements dans des technologies plus sobres, ainsi que des changements dans ses méthodes de fabrication et d'approvisionnement. Ce plan de transition n'a pas eu d'effet sur les comptes car les actifs qui sont aujourd'hui actualisés, qui sont aujourd'hui utilisés et qui vont être remplacés représentent une valeur nette comptable faible et avec une durée d'utilisation résiduelle réduite d'ores et déjà. Et donc, en l'absence d'impact, eh bien, l'application des normes IAS 16, IAS 36 ou IAS 37 ne conduit pas à des disclosures particulières. Mais là, dans l'exemple, il est considéré que des informations complémentaires sur les effets du plan de transition constitueraient une information matérielle, notamment parce que les utilisateurs des états financiers ont des attentes sur ce sujet-là, qui sont générées par la communication de l'entreprise sur son plan de transition et plus généralement par le risque de transition écologique auquel est exposé le secteur dans lequel l'entité opère. Et par conséquent, en application du paragraphe 31 d'IAS 1, une information apparaît nécessaire en annexe pour indiquer que le plan de transition n'a pas eu d'impact sur les comptes et pour expliquer les raisons de cette absence d'impact. L'exemple 2 repart d'une situation similaire, mais on n'est pas dans une entreprise industrielle fortement capitalistique ici, mais on est dans une entité, dans une entreprise de service, dans un secteur d'activité qui, lui, est peu exposé au risque de transition écologique. Et par ailleurs, l'entité, elle communique déjà régulièrement sur un niveau faible d'émissions de gaz à effet de serre
et sur sa politique d'utilisation d'énergie renouvelable autant que possible. Dans ce cas-là, des informations complémentaires ne représenteraient pas une information matérielle, puisque le risque de transition écologique du secteur dans lequel opère l'entité est faible et qu'il n'y a pas de plan de transition particulier communiqué. Et donc, il n'y a pas d'attente particulière des émetteurs là-dessus et il n'y a pas d'informations complémentaires à donner. Et notamment, il n'est pas nécessaire de donner une information sur l'absence d'effet des risques climatiques sur les comptes. Je ne vais pas plus loin sur cet exposé sondage. La période d'appel à commentaires se termine d'ailleurs cette semaine. Et donc, l'IASB va attaquer la revue des contributions pour décider de la suite à donner à ce projet. Néanmoins, en termes de messages, on est sur des exemples qui viennent illustrer l'application des normes existantes aujourd'hui. Donc, il est utile de se référer à ces exemples, même s'ils ne sont pas définitifs, pour et s'en inspirer pour déterminer les informations à donner en annexe sur les incertitudes liées au risque climatique. Je voulais maintenant attirer votre attention sur une publication de l'ESMA sur la comptabilisation et l'information relative au quota carbone. Alors, l'ESMA a publié le 11 octobre une étude et des recommandations sur le traitement des quotas carbone dans les états financiers. C'est celle que vous voyez à l'écran, Clearing the Smog, Accounting for Carbon Allowances in Financial Statements. Et c'est un document qui revient sur la transparence que les sociétés doivent appliquer sur ces mécanismes en détaillant leurs principales caractéristiques, les traitements comptables retenus, ainsi que les rubriques des états financiers impactés par ces mécanismes. C'est un document qui invite les émetteurs à être le plus transparent possible sur les principaux jugements et hypothèses retenues par les sociétés, ainsi que les sources d'incertitude associées. Et donc, de fait, il inclut des recommandations en matière d'information sur les quotas de CO2 afin d'améliorer la transparence en annexe sur ces sujets. Alors, ces recommandations, vous les avez reprises ici, on peut les regrouper en 4 thématiques. Première thématique, c'est la présentation du dispositif réglementaire auquel l'entité est soumise, en mettant éventuellement en exergue les différences de mécanismes selon les juridictions. Ça, c'est la première partie, donc description des dispositifs qui amènent les entités à avoir des quotas de CO2. Ensuite, l'ESMA recommande d'indiquer clairement la méthode comptable appliquée, sachant qu'en l'absence de normes IFRS, plusieurs traitements sont possibles et que le choix ou l'analyse qui est faite du traitement comptable pertinent doit être présenté en annexe en application du paragraphe 117 d'IAS 1. Dans un troisième temps, on a des recommandations qui portent sur la nécessité de décrire les hypothèses retenues pour les estimations qui ont été utilisées pour comptabiliser les quotas. Cela concerne notamment des informations sur le prix de la tonne de carbone, sur le recours à des sources externes pour les valoriser et notamment au passif en cas de comptabilisation d'une provision pour restitution de quotas carbone. Et enfin, dernière catégorie de recommandations, il est demandé de fournir des précisions sur les effets comptables de ces dispositifs au compte de résultat et notamment l'intégration dans le coût des ventes et la manière dont ils sont présentés dans le tableau des flux de trésorerie.
Alors voilà, nous en avons terminé avec les sujets en lien avec la durabilité, les sujets d'actualité pour 2024. Et on poursuit notre revue des thèmes d'actualité, là avec un point rapide sur l'hyperinflation et le champ d'application de la norme IAS 29 pour les comptes au 31 décembre 2024. Alors, il n'y a pas de changement majeur. Juste sur ce slide, on vous rappelle que l'appréciation d'une situation hyperinflationniste va reposer sur l'examen d'indicateurs qui sont qualitatifs et quantitatifs qui sont repris ici. De manière générale, un poids plus important est donné à l'indicateur quantitatif, à savoir quand une inflation cumulée sur 3 ans dépasse 100%. Mais le dépassement de ce seuil ne conduit pas systématiquement à l'application d'IAS 29. Je vous disais pas de changement majeur, mais si on en parle aujourd'hui, c'est que au premier semestre 2024, il avait été identifié un risque important que l'Égypte et le Nigeria, dont la situation s'était rapidement dégradée, puissent être considérés comme hyperinflationnistes pour la clôture 2024. Et ça faisait partie des messages, voilà, préparez-vous à appliquer IAS 29 sur ces pays, et notamment l'Égypte, pour la clôture 2024. Alors finalement, sur la base des dernières prévisions du FMI qui ont été publiées en octobre, le consensus de place est de maintenir ces pays sous surveillance sur la watchlist, mais de ne pas leur appliquer IAS 29 en 2024. Alors, la situation dans ces pays reste toutefois fragile et il conviendra de suivre avec attention les évolutions sur cette fin d'année et sur le début 2025, parce que le risque de devoir appliquer IAS 29 à ces pays en 2025 demeure. Et si on applique IAS 29, ça implique des retraitements qui sont lourds et qu'il convient donc d'anticiper. Donc, à surveiller. Peut-être juste de manière anecdotique, on mentionnait que le Yémen, qui était traité jusque-là en IAS 29, n'est plus considéré comme hyperinflationniste et même sorti a priori de la watchlist. Poursuivons maintenant sur les sujets d'actualité avec la comptabilisation de la future taxe sur les annulations d'actions rachetées. Alors, le projet de loi de finances pour 2025 prévoit l'instauration d'une taxe dont l'objectif est de faire contribuer au budget de l'État les entreprises qui rendent à leurs actionnaires de la trésorerie excédentaire au travers de rachats d'actions en vue d'annulation. En termes de champ d'application, c'est une taxe qui serait due par les entreprises françaises qui réalisent un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 1 milliard d'euros. Et en termes de calcul, le taux serait de 8% appliqué à une base correspondant au montant comptable de la réduction de capital social et de la réduction des primes liées au capital qui résultent de l'annulation des actions. Alors, le débat sur les conséquences comptables de cette taxe, pour le moment, n'est pas terminé. La question, c'est la comptabilisation en contrepartie soit des capitaux propres, soit du résultat. Mais c'est un sujet qui est d'actualité parce que même si le projet, même si cela fait partie du projet de loi de finances pour 2025, la taxe devrait s'appliquer aussi aux annulations qui ont été réalisées depuis le 10 octobre 2024, qui correspond à la date de communication du projet de loi. Alors vous imaginez bien qu'une comptabilisation en capitaux propres est souhaitée par beaucoup,
au motif que la volonté, c'est de taxer les rachats d'actions, mais la voie pour justifier cette comptabilisation serait de considérer que la taxe est un coût directement rattachable à la transaction de rachat des actions qui sont ensuite annulées. Mais ce n'est pas si simple parce que le fait générateur fiscal, ça n'est pas le rachat des actions. On peut racheter des actions sans les annuler et donc sans qu'elles soient soumises à la taxe. Le fait générateur, c'est l'annulation des actions. Et donc, la conclusion capitaux propres n'est pas évidente en l'absence de dispositions dans IS 32 qui traiterait explicitement des frais directement rattachables à une annulation d'actions propres. Et donc, le traitement par défaut des diminutions d'actifs nets, à savoir résultat, sauf si des dispositions dans les normes IFRS prévoient explicitement un traitement en capitaux propres ou en OCI, ce traitement par défaut pourrait devoir s'appliquer. Mais comme je vous le dis, le débat et les discussions sont toujours en cours pour essayer de trouver des pistes permettant une comptabilisation en capitaux propres. Nous allons maintenant faire un point sur la réglementation pilier 2 de l'OCDE et ses conséquences comptables. Alors, un petit rappel du contexte d'abord. L'objectif poursuivi par l'OCDE en lançant sa réforme fiscale internationale, c'était de mettre en place une réglementation qui conduirait les grandes entreprises multinationales à payer un impôt sur les bénéfices minimum dans chaque juridiction où elles exercent une activité. Et donc, le principe, c'est quoi? C'est de calculer un taux effectif d'imposition dans chaque juridiction. Et si ce taux d'imposition effectif dans une juridiction donnée est inférieur à 15%, alors un impôt complémentaire doit être payé pour la différence. Impôt complémentaire qui doit être prélevé dans la juridiction de la société mère ultime généralement. Mais suite à cette réforme-là et à l'extension des pays qui ont adopté cette réforme fiscale de l'OCDE, eh bien, certains pays avec un taux d'imposition faible mettent en place une top-up tax de manière à pouvoir récupérer au niveau de leur juridiction le complément d'impôt qui, de toute manière, devra être payé quelque part au titre des opérations réalisées dans le pays. Alors, ça concerne qui? Mais ça va dépendre de la taille, il y a des critères quantitatifs, et également de la forme juridique. Donc, sont soumis à ces règles donc les groupes qui ont un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 750 millions d'euros sur au moins 2 des 4 derniers exercices fiscaux. Alors, on parle de chiffre d'affaires, on parle de taux effectif d'impôt. Ce n'est pas des IFRS et c'est ce qui rend les choses très compliquées. Ça suit des règles qui sont précisées dans pilier 2 et donc sur le chiffre d'affaires, on n'est pas sur le chiffre d'affaires consolidé IFRS du groupe. Enfin, ça donne un ordre de grandeur. Alors, et je parlais de forme juridique, voilà, les entités publiques, les organisations internationales, les fonds de pension, etc., ne sont pas concernés par ces dispositions. Elles ont été adoptées en ce qui nous concerne, donc elles ont été adoptées par l'Union européenne en 2022, ces nouvelles règles. Et la directive européenne, elle, a été transposée en France en 2023 dans le cadre de la loi de finances 2024. Donc, ce qui veut dire que pilier 2 est bien applicable au groupe français dès cette année. Alors,
c'est pas la première fois qu'on en parle, puisque en 2023, l'IASB avait publié des amendements à IAS 12 afin de prévoir une exception temporaire à la comptabilisation d'impôts différés au titre de pilier 2, notamment parce que le calcul d'éventuels impôts différés semblait très compliqué compte tenu de la complexité même du mécanisme de taxation pilier 2, et qu'en revanche, donc pas d'impôt différé et simplement une information sur les impacts attendus du nouveau dispositif qui était requise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2023, c'était disclosure only, puisque, puisque la réforme n'était pas été votée, mais elle n'était pas encore en vigueur. Là, nous sommes à la clôture 2024. Donc, les impôts différés, on ne parle pas que d'impôts différés, on parle maintenant des impôts exigibles pour lesquels, bien évidemment, il n'y a pas d'exception de comptabilisation. Donc, il faut comptabiliser à la date de clôture cette charge d'impôt pilier 2, quand bien même la première déclaration au titre 2024 ne sera demandée qu'au premier semestre 2026. Donc, il va falloir comptabiliser cet impôt-là sur la base des estimations, alors que les déclarations fiscales sont loin d'être faites. D'où la nécessité de mettre en œuvre des estimations. Et si le montant, est significatif, il faudra donner des informations en annexe sur la manière dont ces estimations ont été réalisées. En tout état de cause, il conviendra d'indiquer en annexe, et ça a été apporté par les amendements à IAS 12, que l'exception temporaire de comptabiliser des impôts différés est appliquée. C'est une mention formelle obligatoire prévue par IAS 12. Et puis on parle d'exception temporaire, mais en fait, elle n'a pas de date de fin. Hein. C'est une exception qui dure tant qu'elle n'est pas supprimée par l'IASB dans la norme IAS 12. Il convient de donner le montant de l'impôt complémentaire pilier 2, de l'impôt exigible comptabilisé. Et puis, s'il existe des incertitudes significatives dans l'estimation, il faudra expliquer ces incertitudes significatives. Autre sujet d'arrêté et d'actualité, un sujet qui relève surtout du droit social, mais qui a des conséquences sur le plan comptable, c'est le changement, les modifications du Code du travail sur les droits à congés payés pendant un arrêt de travail suite à la jurisprudence de la Cour de cassation. Alors, vous vous en souvenez peut-être, en 2023, en septembre, 3 arrêts de la Cour de cassation ont été publiés en lien avec les congés payés, et ces arrêts ont mis en évidence le fait que les dispositions françaises en matière de congés payés pendant les périodes d'arrêt de travail n'étaient pas conformes au droit européen. En effet, donc, le Code du travail français, il prévoyait qu'en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les salariés, pendant la période d'arrêt, avaient droit à accumuler des congés payés, mais uniquement dans la limite d'une année ininterrompue à compter de la date de l'arrêt de travail. Au-delà, il n'y avait plus d'accumulation de droits à congés. Et en cas d'arrêt de travail non professionnel, quelle qu'en soit la nature, les salariés ne pouvaient pas acquérir de congés payés pendant la période d'arrêt de travail. Alors, le droit européen a été considéré comme plus favorable aux salariés, puisqu'il prévoit que le salarié en arrêt de travail, quelle qu'en soit la raison et quelle que soit la durée de l'arrêt de travail, doit pouvoir continuer à acquérir des congés payés. Et c'est ça qui a justifié d'abord les arrêts de la Cour de cassation considérant
le Code du travail comme non conforme au droit européen et la nécessité de faire évoluer le Code du travail pour le rendre compatible avec avec le droit européen. Donc, alors, avant de venir préciser les dispositions de la nouvelle loi adoptée en France, on fait un point rapide sur l'historique du projet de loi. Et en fait, il y a deux dates à retenir. La première, c'est le 13 septembre 2023, avec les arrêts de la Cour de cassation qui consacrent la primauté du droit européen sur le droit national. Donc ça, c'est quelque part le fait générateur de droits additionnels à congés payés pour les salariés qui ont été en arrêt de travail. Et puis la date du 23 avril 2024, qui est celle de publication au journal officiel de la loi qui vient modifier différents articles du Code du travail et d'autres, hein, puisque c'est dans le cadre de la loi DADU, qui veut dire diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne. Alors, quels sont les effets de cette nouvelle loi? Alors là, on vous présente les principales modifications. La première modification, c'est qu'en cas d'arrêt de travail, soit pour maladie ou accident, les salariés cumuleront des congés payés pendant la durée de leur arrêt de travail, et avec néanmoins une différence selon que l'arrêt de travail a un caractère professionnel ou non. Notamment en termes de quantité. Donc, si l'arrêt de travail est à caractère non professionnel, le salarié aura droit à 2 jours ouvrables de congés payés par mois d'arrêt, hein, ce qui représente au total sur une année 24 jours. Et si l'arrêt de travail est à caractère professionnel, là, c'est 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois d'absence, ce qui représente sur une année complète 30 jours. Autre changement, donc si l'arrêt va au-delà d'une année ininterrompue, eh bien, le salarié continue d'acquérir des congés payés, contrairement à ce qui était antérieurement prévu pour les arrêts de travail à caractère professionnel. Alors la loi, elle prévoit par ailleurs que le salarié puisse reporter la prise de ses congés payés dans la limite de 15 mois s'il n'a pas pu les prendre en raison de son arrêt maladie, mais ce qui fait que pour les arrêts maladie de très longue durée, eh bien, il y a une remise à niveau, remise à zéro au bout de 15 mois à l'issue de la période de référence, afin d'éviter que un salarié qui est en arrêt maladie de très longue durée puisse avoir une acquisition quasi illimitée de congés payés. En ce qui concerne la date d'effet, hein, puisque le résultat, c'est que les salariés vont pouvoir réclamer les congés payés qu'ils n'ont pas eus pendant leur période d'arrêt maladie, eh bien, il faudra distinguer les salariés qui sont toujours en poste au moment de l'entrée en vigueur de la loi de ceux qui ne font plus partie des effectifs à cette date-là. Pour les salariés qui sont toujours en poste, eh bien, les nouvelles règles d'acquisition et de report des congés payés sont considérées s'appliquer depuis le 1er décembre 2009, donc avec potentiellement une correction rétroactive sur une période très longue. Pour les salariés qui ne font plus partie des effectifs, là, il y a deux situations. S'ils ont quitté l'entreprise depuis plus de 3 ans, eh bien, ils n'ont droit à rien, parce qu'en fait, c'est la prescription triennale en matière de paiement des salaires qui s'applique. Et donc, il y a plus, ça fait plus de 3 ans, donc la prescription triennale est intervenue, ils n'ont droit à rien. Ceux qui ont quitté l'entreprise depuis moins de 3 ans, ils peuvent réclamer une indemnité au titre des congés payés qu'ils n'ont pas pris, parce que la prescription n'est pas échue, mais la correction ne pourra porter que sur les 3 dernières années d'activité et pas au-delà. Enfin, point important, il y a un délai de forclusion
qui fait que le salarié, en poste ou non, a 2 ans pour faire valoir ses droits et demander une correction de ses congés payés, et ce, à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi. Une fois ce délai écoulé, les entreprises n'ont plus aucune obligation à ce titre vis-à-vis des salariés ou anciens salariés. Alors, quels sont les enjeux comptables pour la clôture? Eh bien, il va falloir ajuster la dette pour congés payés afin de tenir compte des nouvelles dispositions qui ont été introduites dans le Code du travail et ajuster la provision pour risque au titre des demandes d'indemnités compensatrices de congés payés pour le passé. Euh, mais si on reprend les choses étape par étape, donc le fait générateur de l'obligation, c'est décision de la Cour de cassation de 2023. Donc normalement, déjà en 2023, on devait avoir un passif, même si on n'avait pas tous les éléments pour l'évaluer précisément. Et c'est la loi DADU d'avril 2024 qui apporte les précisions sur l'évaluation de ce passif. Et donc, pour faire cette évaluation au 31 décembre 2024, il faut tenir compte du caractère rétrospectif au 1er décembre 2009, mais sur son champ d'application propre, à qui il s'applique, les salariés encore présents. Tenir compte du fait que les arrêts de travail de durée moyenne, pas de longue durée, non professionnels, eh bien, ne donneront pas lieu à acquisition de congés payés, puisqu'en fait, sur la partie de rétroactivité, il y a, dès lors que pendant les périodes travaillées, on a acquis sur une année de référence 24 jours ouvrables de congés payés, eh bien, les périodes d'arrêt ne donnent pas droit à du supplément parce qu'avec 24 jours ouvrables, on a déjà atteint la conformité au droit européen quand on a 24 jours ouvrables par an de congés. Donc, ça veut dire en pratique que sur une année de référence, les salariés qui auront été absents jusqu'à 2,4 mois n'auront pas droit à des congés payés supplémentaires. Il faut tenir compte de la période de report de 15 mois dont je vous ai parlé, qui fait que sur les arrêts de très longue durée, eh bien, les droits s'effacent au bout de 15 mois après la période de référence. On tient compte du délai de forclusion de 2 ans, de l'évaluation de la probabilité que les salariés demandent une régularisation afin d'avoir la bonne provision. Les modifications que l'on va apporter à la provision, c'est un changement d'estimation qu'on doit comptabiliser en totalité en résultat, valable pour les normes, pour les comptes IFRS, mais également pour les comptes français. Pour vous aider, sachez que la CNCC a publié une note d'information sur le sujet et sur le slide tout en bas à droite, vous aurez un lien sur lequel vous pourrez cliquer pour pour accéder à cette note d'information. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie qui est dédiée à l'actualité normative, et on va commencer par 2 textes qui ne sont pas encore entrés en vigueur. IFRS 18 et puis un amendement à IFRS 9 sur les abandons de loyers. Donc, je commence par IFRS 18, mais très rapidement, hein, puisque l'objectif ici n'est pas de présenter intégralement les dispositions de la norme. Elle a été publiée en avril dernier, elle vient remplacer IAS 1. Sa date d'application, c'est 1er janvier 2027, avec une application rétrospective. Avec une application anticipée possible, bien sûr sous réserve de l'adoption par l'Union européenne. Aujourd'hui, il n'y a pas de calendrier pour l'adoption, mais elle
elle sera de toute manière dans les temps pour le 1er janvier 2027. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail des nouvelles dispositions. En 2025, il y aura certainement une conférence IMA destinée à approfondir les dispositions de la norme et d'étudier les questions d'application pratique. Mais en termes de message aujourd'hui, par rapport aux dispositions actuelles d'IAS1, IFRS 18, elle vient de modifier de façon importante la structure du compte de résultat. Elle apporte de nouveaux principes en termes d'agrégation et de ventilation de l'information financière dans les états financiers primaires, mais aussi dans les notes annexes. Et puis, elle prévoit de nouvelles exigences sur la communication, sur les mesures de performance établies par le management, donc ou définies par le management, les MPM. Alors, pour plus d'informations, vous pouvez aussi vous référer à d'autres publications, la norme IFRS 18 en 10 points clés, qui est accessible depuis notre site Forvis Mazars. Et puis, eh bien, l'AMF et l'ESMA, dès 2024, dans leurs recommandations, ont traité d'IFRS 18, donc ont rappelé sa publication et ils invitent les émetteurs à anticiper au maximum les travaux de mise en œuvre, parce que cette norme, elle contient des nouveautés structurantes qui pourraient nécessiter une mise à jour des systèmes d'information et des processus de production des comptes. Ils insistent également sur l'importance d'anticiper les impacts sur la communication de la performance dans et en dehors des comptes, avec la prise en compte des dispositions sur les management performance measures. Donc, le message principal, c'est ne traînez pas pour vous préoccuper d'IFRS 18. Ça va venir vite et c'est peut-être plus contraignant et plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc, je vous propose maintenant de repartir sur un tout autre sujet. C'est un amendement à IFRS 9 en lien avec les abandons de loyers à comptabiliser côté preneur. Alors, c'est un amendement qui fait suite à une réflexion qui avait déjà été menée par l'IFRIC sur le sujet, mais côté bailleur. En septembre 2022, une agenda decision avait été publiée qui vient préciser comment un bailleur doit comptabiliser une concession de loyer ou un abandon de loyer dans le cadre d'un contrat de location simple. À ce sujet, donc, l'IFRIC avait conclu qu'il convient d'appliquer les dispositions d'IFRS 9 aux loyers abandonnés qui sont inclus dans la créance de location simple à la date à laquelle la concession de loyer est accordée, et donc avec un impact résultat immédiat, et qu'en revanche, ce sont les dispositions d'IFRS 16 sur les modifications de contrat pour les paiements futurs de loyers abandonnés, et c'est-à-dire ce sont des loyers qui, eux, ne sont pas encore inclus dans la créance de location simple. Et dans ce cas-là, il y aura un impact PNL, mais qui n'est pas immédiat, qui va être étalé sur la durée résiduelle du contrat de location. C'est une décision qui ne portait que sur la comptabilisation côté preneur. L'amendement, eh bien, c'est la réponse qui est apportée par l'IASB à la question de la comptabilisation chez le preneur d'un abandon pur et simple de loyer. Alors, cet amendement, en fait, il est tout petit. C'est juste l'introduction au paragraphe 2.1b 2i d'IFRS 9 d'un renvoi vers le paragraphe 3.3.3 d'IFRS 9. Et le paragraphe 3.3.3 d'IFRS 9, c'est celui qui indique que l'impact de l'extinction partielle ou totale d'une dette de loyer est à comptabiliser en résultat à la date à laquelle la concession va être accordée par le bailleur. Alors, application obligatoire 1er janvier 2026, possibilité de l'appliquer par anticipation. On va appliquer ce texte aux dettes de location qui s'éteignent à compter du début
de l'année de première application. Et puis, donc, c'est toujours euh, euh, en cours d'adoption par l'Union européenne. Alors, en pratique, on a considéré que cet amendement, donc, qui indique qu'on va appliquer IFRS 9 à des, des abandons de loyer consentis par le bailleur, on va considérer que ça ne vise que les concessions de loyer pures et simples. Dès lors que l'abandon de loyer s'accompagne d'une autre modification des termes du contrat de location, eh bien, ça va être au global les dispositions d'IFRS 16 sur les modifications de contrat qu'il faudra appliquer. Et par exemple, si on a un abandon de loyer qui a sorti d'un engagement du locataire d'affermir des périodes additionnelles au contrat, nous, notre avis, c'est que ça n'est pas applicable, cet amendement n'est pas applicable, et il y a effectivement modification du contrat de location, il faudra traiter ça selon les dispositions d'IFRS 16. Mais pour les concessions de loyer pur et simple, et cet amendement, il donne pas complètement la réponse du traitement comptable. Il simplement consacre un choix de méthode comptable entre appliquer les dispositions d'IFRS 16 sur les modifications de contrat de location, donc avec une comptabilisation de l'ajustement en contrepartie du droit d'utilisation, ou les dispositions d'IFRS 9 en matière de décomptabilisation des passifs financiers avec, avec un impact résultat. Et c'est indiqué dans les bases de conclusion de l'amendement que je dirais, décider et imposer IFRS 16 ou IFRS 9, c'était aller plus loin que ce que l'IASB peut faire dans le cadre du processus des annual improvements. Donc simplement, cet amendement, il nous dit que IFRS 9 est possible avec l'impact résultat. Et à notre avis, donc ce choix de méthode comptable qui est consacré avec la publication de l'amendement, eh bien, il est applicable dès maintenant, c'est-à-dire que il existe déjà sans l'amendement. L'amendement vient simplement préciser que ce choix de méthode comptable existe. Euh, on passe maintenant, là on était dans des textes qu'on pouvait, enfin des textes prospectifs, mais avec des soit pouvant être appliqués par anticipation éventuellement, soit en tout cas nécessitant des informations en annexe pour IFRS 18. Là maintenant on passe à une section sur les textes dont l'application est obligatoire au 1er janvier 2024. Voilà, vous avez ici le tableau de ces textes-là que l'on va détailler. Je repasse la parole à Nicolas. Alors, dans un premier temps, on va parler d'amendement IS 1 et l'impact des covenants sur le classement d'une dette financière en passif courant ou non courant à la clôture. Donc, avant de rentrer dans le détail des amendements, peut-être un rappel sur ce qu'il convient de faire quand on est dans un cas, on va dire, général et entre guillemets simple, où des covenants sont testés contractuellement à la même date que la clôture des comptes, donc au 31 décembre. Euh, donc, la première chose à faire, c'est si on est d'abord face à un bris de covenant qui est constaté à la clôture, c'est déjà de communiquer un certain nombre d'informations en annexe à ce titre, donc via les exigences d'IS 1 et également deux paragraphes dans la norme IFRS 7 relative aux instruments financiers. Donc, une fois qu'on a constaté ce bris de covenant, ensuite, on va avoir toute une démarche à adopter pour savoir quelles conclusions on va avoir en matière de classement des passifs concernés au bilan. La première question, c'est est-ce que, après constatation de ce bris de covenant, on est rentré dans un processus de renégociation d'une période de grâce ou une demande d'obtention d'un waiver auprès de l'établissement financier qui a accordé l'emprunt? Si la réponse est non, là on est sur un bridge covenant et on reclasse immédiatement la dette en passif courant, donc à la clôture, on sera bien dans un cas de reclassement.
En revanche, si on a commencé à renégocier une période de grâce ou à demander un waiver, on va se demander à quelle date cette renégociation a lieu. Si la renégociation aboutit avant ou à la date de clôture au plus tard, dans ce cas-là, entre guillemets, il n'y a pas de problème. On peut maintenir la dette en passif non courant puisque la situation de Bridge Covenant aura été résolue au moment de la clôture des comptes. En revanche, si elle aboutit après la date de clôture, il y a une question subsidiaire qui est de savoir si ça aboutit entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes ou si ça aboutit encore après. Si ça aboutit vraiment plus tard, bah, dans ce cas-là, on est sur quelque chose qui n'est pas du tout en lien avec l'exercice écoulé et on ne revient pas sur le reclassement de la dette qu'on aura dû opérer en passif courant. En revanche, si on est sur une renégociation qui a lieu entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes, on est dans le cadre d'un événement postérieur à la clôture. Donc, on ne reviendra pas sur la nécessité de reclasser la dette en passif courant, puisque le covenant a bien été rompu à la clôture. En revanche, on aura quand même une information additionnelle à présenter au titre des événements postérieurs à la clôture en annexe, sachant qu'il s'agit d'événements post-clôture qui ne donnent pas lieu à ajustement, donc des non-adjusting events sous IS10 qui ne conduisent pas à à retraiter les comptes tels qu'ils ont été établis. Alors, ça, c'était le cas général où on doit tester les covenants contractuellement à la date de clôture. Maintenant, que se passe-t-il dans le cas où on doit tester ces covenants à une date postérieure, par exemple au 31 mars ou au 30 juin? L'ISB s'était saisi de ce sujet et avait proposé un premier amendement dans le passé pour indiquer qu'on devait quelque part anticiper une rupture de covenant qui aurait lieu à une date future et faire comme si on était en situation de le tester à la date de clôture. Donc on en tenait compte des résultats de ce test, même si ce covenant était contractuellement testé plus tard, et on en tirait les conséquences en potentiellement devant reclasser la dette financière concernée en passif courant. Donc ça avait fait l'objet d'une vive contestation de la part des parties prenantes, qui avaient notamment jugé que ce texte ne prenait pas en compte la saisonnalité de certaines activités. Donc l'IASB a revu sa copie et c'est pourquoi dans le tableau récapitulatif qu'on a fait, vous avez vu qu'il y a plusieurs amendements à IAS 1. C'est parce que cette partie relative à l'impact des covenants a été reprise par l'IASB et a donné lieu à un nouvel amendement qui a été publié en octobre 2022 et qui précise que l'IASB en fait a fait machine arrière et précise que finalement, si on est dans une situation où un covenant financier dont le test est prévu contractuellement à une date postérieure à la clôture, il n'y a pas d'incidence sur le classement au bilan de la dette financière en courant ou en non courant. Cette incidence ne subsiste que dans le cas où on doit tester le covenant contractuellement au plus tard à la date de clôture. Alors néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire non plus, puisqu'on va avoir quand même des informations à présenter en annexe, en particulier si, tout d'abord, des informations générales au titre des encours, des dettes concernées par l'existence de covenants, préciser la nature des covenants, la date à laquelle ces covenants doivent être testés. Et surtout, si on identifie déjà des incertitudes sur la capacité de l'entité à respecter le covenant à la date qui sera prévue contractuellement, il faut présenter ces informations et donner les hypothèses ou les actions qui ont été entreprises par le management pour résoudre cette situation. Donc c'est aussi un point d'attention des régulateurs, donc l'AMF et l'ESMA, qui en ont fait un de leurs points de recommandation au titre du risque de liquidité cette année. Deuxième sujet, donc là, si on continue sur ce volet un petit peu financement et risque de liquidité, c'est tout ce qui concerne les accords de financement fournisseurs, donc ce qu'on va qualifier de supply chain finance, reverse factoring, à facturage inversé, etc. Donc, à l'origine, c'était une demande des agences de notation, dont Moody's, qui avait envoyé une demande au normalisateur pour demander à préciser ou apporter des informations complémentaires sur ce type d'opération, puisqu'il y avait eu certains événements, notamment la faillite financière de Carillon, survenue en 2018, qui avait conduit les parties prenantes à s'interroger sur le caractère suffisant des informations données en annexe. Donc, il y a eu un historique de normalisation qui a eu lieu à la suite de cette saisine par les agences de notation en deux temps. Le premier temps, ça a été une agenda decision de l'IFRIC en 2020
qui venait clarifier la comptabilisation au bilan et dans le tableau des flux de trésorerie de ce type d'opération, et notamment si, selon quels critères on devait être amené à reclasser ce qu'on qualifiait de dette financière comme de dette fournisseur, pardon, en dette financière dans le cadre de ces montages. Et on a ensuite eu un deuxième volet qui là portait vraiment sur la partie disclosure et présentation des informations en annexe, avec les amendements Supplier Finance Arrangement, qui venaient modifier les normes IAS 7 et IFRS 7 et qui a été publié en 2023. Donc, ces amendements-là viennent rajouter un certain nombre d'informations à présenter en annexe, en définissant également ce qu'on entend par Supplier Finance Arrangement. Des informations qui sont à la fois qualitatives et quantitatives, donc qui incluent la valeur des dettes concernées, la valeur des dettes pour lesquelles les fournisseurs ont déjà reçu un paiement de la banque, et surtout une présentation de la fourchette des délais de paiement de l'ensemble des dettes fournisseurs. Et là, il y a un point de vigilance à avoir, puisque sur cette notion de fourchette de délai de paiement, ça ne concerne pas que les accords de financement de fournisseurs, mais ça inclut bien la totalité des dettes fournisseurs. Donc, il faut être vigilant au périmètre en fonction du type d'information qui est requis par la norme IAS 7. Et également, un point d'attention particulier sur la nature et les effets des modifications sans contrepartie de trésorerie qui peuvent nuire à la comparabilité d'un exercice sur l'autre. Donc là, l'idée est juste de donner un peu une vision de l'impact des montages d'affacturage inversé en matière d'information, on va dire, sans contrepartie de trésorerie. Donc pour voir un petit peu quels sont les avantages qui vont être introduits par ce type de montage. Donc, en matière de dispositions transitoires, ces amendements apportent plusieurs exemptions qui vont permettre de faciliter un petit peu la mise en application de ce texte. Notamment, ils ne vont pas exiger de fournir une information comparative dans les comptes annuels de l'année de première application, ce qui est quand même un assouplissement et un soulagement compte tenu de la volumétrie d'informations à produire. Euh, on a également, alors des amendements, on n'en a pas encore parlé, mais des amendements à IFRS 7, donc là, qui n'apportent pas forcément de grandes nouveautés, mais qui viennent souligner l'importance des informations à communiquer au titre du risque de liquidité, en insistant notamment sur le risque de concentration du financement sur un nombre restreint de fournisseurs. Euh, c'est donc un texte qui est d'application obligatoire au 1er janvier 2024 et qui, là encore, a fait l'objet de recommandations de la part des régulateurs, donc toujours au titre de ce volet risque de liquidité dans les recommandations ESMA et AMF, euh, donc qui reprennent en grande partie les informations qui sont requises au titre des normes, tout en insistant sur notamment les informations à présenter au titre des fourchettes des délais de paiement. Et l'AMF insiste également sur la nécessité d'obtenir certaines des informations qui vont être requises à la clôture de la part de tiers. Donc, anticiper la production de ces informations qui peuvent nécessiter de demander des confirmations ou des informations auprès de contreparties externes. Enfin, avant de finir sur ce sujet, peut-être un mot rapide sur les recommandations ESMA-MF pour élargir le périmètre. Donc là, on a parlé Covenant et Reverse Factoring. Il faut savoir que l'ESMA et surtout l'AMF ont émis également des recommandations sur deux autres sujets en ce qui concerne le risque de liquidité globale. Le premier sujet, c'est le tableau des flux de trésorerie. Donc là, c'est surtout des rappels de ce qu'il convient de faire avec un certain nombre d'observations qu'ils ont relevées dans le cadre de leur revue d'état financier, en précisant par exemple qu'on doit raisonner sur une base brute et non pas nette en matière de présentation du TFT, la nécessité de présenter les transactions non cash significatives ailleurs dans les annexes et de donner suffisamment de détails. Et le deuxième sujet, c'est sur la continuité d'exploitation. Donc là, il y avait déjà eu des recommandations qui avaient été faites en 2023 par l'AMF, qui sont reprises en 2024 et un petit peu développées compte tenu du contexte économique actuel, mais qui reprennent notamment la nécessité de bien fournir les hypothèses qui justifient du maintien de la continuité d'exploitation et éventuellement de présenter aussi l'impact en cas de non-réalisation des hypothèses clés qui sont prises par le management pour justifier de cette hypothèse de continuité d'exploitation. Voilà, donc on en a fini avec cette partie, on va dire, risque de liquidité, et je repasse la parole à Edouard pour le dernier texte d'application obligatoire en 2024.
Donc rapidement, des amendements à IFRS 16 sur les transactions de cession-bail. Donc pour rappel, hein, une transaction de cession-bail, c'est une entité propriétaire d'un actif, elle le vend et elle le reprend directement en location. Et là, IFRS 16 nous dit que dans ces cas-là, eh bien, une entité va reconnaître une dette de location pour la valeur actualisée des loyers telle que prévue dans IFRS 16, un droit d'utilisation, mais qui lui ne va pas correspondre à la dette de location. Ce droit d'utilisation va correspondre à une portion de la valeur nette comptable de l'actif qui a été transféré. Et il va y avoir un résultat de cession, mais ce résultat de cession ne correspondra qu'à la part de l'actif qui a effectivement été cédé au bailleur via la transaction de vente, c'est-à-dire en gros la valeur de l'actif qui correspond à la portion post-contrat de location, puisque le contrat de location, lui, le droit d'utilisation va rester valorisé à une quote-part de la VNC. Et l'IFRIC avait reçu une question dans le cas où le contrat de location prévoit des paiements variables, puisque dans l'IFRS 16, on ne reconnaît pas de dette de location normalement quand il y a des paiements variables. Et l'IFRIC, dans sa réponse, donc c'était en juin 2020, a précisé que le vendeur locataire devait, même si les paiements sont variables, déterminer un droit d'utilisation conservé. Et par exemple, en comparant la valeur actuelle de tous les paiements attendus pour la location avec la juste valeur de l'actif cédé à la date de transaction, pour déterminer quelle est la proportion de l'actif qui est conservé. Il va devoir comptabiliser une dette dont l'évaluation initiale est la conséquence de l'évaluation du droit d'utilisation. Donc, indirectement, cette dette, elle inclut les paiements variables. Et cette dette de location, elle va être comptabilisée même si les loyers sont intégralement variables. En revanche, l'IFRIC n'abordait pas le sujet de l'évaluation ultérieure de la dette et c'est l'objet de ces amendements à IFRS 16. Donc, ils ont ajouté un paragraphe 102A qui permet d'inclure la position de l'IFRIC, qu'il précise qu'il n'est pas possible de comptabiliser un résultat de cession sur la quote-part de l'actif conservé sous la forme d'un droit d'utilisation. En revanche, il n'apporte pas non plus de précision sur la manière d'évaluer le droit d'utilisation conservé. Donc, c'est l'entité elle-même qui devra déterminer les modalités d'évaluation du droit d'utilisation. La méthode suggérée par l'IFRIC, ça n'est qu'une modalité possible, mais on s'attend à ce que les entreprises s'en inspirent largement. Et puis, il y a un exemple 25 qui a été ajouté pour illustrer la comptabilisation ultérieure de la dette de location. Et dans cet exemple, on propose deux méthodes pour établir le plan d'amortissement de la dette de cession-bail. Donc, soit une approche expected lease payment at the commencement date, c'est-à-dire que en fait, les paiements du contrat de location vont correspondre aux paiements attendus à la date de prise d'effet du contrat. Deuxième méthode, equal lease payment over the lease term, en prenant en compte des paiements du contrat de location qui correspondrait à une annuité constante versée sur la durée du contrat de location. Et donc ça définit le plan d'amortissement de la dette de location et tout écart positif ou négatif entre les décaissements réels et les paiements du contrat qui ont été déterminés initialement dans le plan d'amortissement seront comptabilisés en résultat. Donc, la dette de location, selon ces exemples-là, cet exemple n'est pas révisé ultérieurement lorsque les anticipations et l'évolution future des loyers s'écartent du plan d'amortissement initialement prévu. Simplement, l'écart chaque année va être reconnu en résultat, un petit peu comme si
c'est simplement l'écart qui était considéré comme un loyer variable. Je repasse la parole à Nicolas. Alors, on va parler maintenant instruments financiers, des amendements à IFRS 9 qui font suite à une Post-Implementation Review qui avait été lancée par l'IASB sur la norme IFRS 9 en trois phases. Donc, cet amendement est en lien avec la première phase qui était relative aux règles de classement et d'évaluation. Donc, ici, il y a deux volets à cet amendement. Le premier concerne la date de décomptabilisation de passifs financiers. Et deuxième, c'est l'appréciation des caractéristiques des flux contractuels pour le classement des actifs financiers, donc des précisions sur ce qu'on appelle le test SPPI dans le classement des actifs financiers. Donc le premier sujet, c'est des précisions en matière de règles de décomptabilisation des passifs financiers. Euh, donc le principe d'IFRS 9 jusque-là, c'était de dire qu'une dette fournisseur était décomptabilisée lorsqu'elle était éteinte il n'y avait pas davantage de précision sur la date de décomptabilisation. Donc, les amendements viennent clarifier et introduire une exception en indiquant qu'on peut décomptabiliser, alors d'abord en posant pour principe qu'on va décomptabiliser une dette en date de règlement et qu'on va avoir une option pour décomptabiliser des passifs financiers réglés via un système de paiement électronique avant la date de règlement, mais sous réserve de remplir trois critères cumulatifs. Le premier, c'est une incapacité d'annuler ou de stopper l'instruction de paiement une fois qu'elle a été lancée. Le deuxième, c'est l'incapacité d'utiliser la trésorerie qui fait l'objet de l'instruction de paiement. Et le troisième, c'est qu'on ait un risque de règlement via le système de paiement électronique qui soit insignifiant. Donc là-dessus, il y avait déjà une certaine pratique qui existait et qui était utilisée par un certain nombre d'entreprises pour décomptabiliser les passifs dès l'instruction de paiement sans forcément attendre la réception effective du cash par la contrepartie. Donc pour beaucoup de corporates, tout ça ne vient finalement que matérialiser une pratique existante et n'aura peut-être pas d'impact très significatif. En revanche, si certains attendaient véritablement que le cash soit reçu par la contrepartie, là, il y aura des impacts en matière de date de décomptabilisation des dettes et donc sur la position de cash and cash equivalent à la clôture. Donc, il faudra être vigilant sur les impacts en fonction des entreprises, aussi en fonction des juridictions, puisque certaines régions du monde seront peut-être plus concernées. Donc, il faudra faire attention, par exemple, à certains pays d'Asie et également en tirer les conséquences sur les notions de cash equivalent et de restricted cash par rapport à l'application de cette partie des amendements à IFRS 9. Le deuxième sujet que je vais passer très rapidement, puisqu'il concerne plutôt les institutions financières, c'était des précisions sur l'appréciation du critère SPPI pour déterminer si on peut classer un actif financier au coût amorti ou pas. Donc ces amendements venaient clarifier deux sujets. Le premier, c'est le sujet, on va dire, des prêts avec des clauses contingentes qui vont modifier la périodicité ou le montant des flux de trésorerie futurs. Donc, notamment, ça va concerner tout ce qui est clause ESG, avec par exemple des indexations du taux d'intérêt sur le respect ou le non-respect de certains objectifs environnementaux. Par exemple, une bonification ou un malus sur le taux d'intérêt d'un emprunt selon que l'entité respecte un certain volume dans la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Euh, et le deuxième sujet, donc ça, cet amendement vient quelque part donner un cadre qui permet de conforter le classement au coût amorti des prêts et des obligations indexés ESG qui sont octroyés par les banques. Et le deuxième sujet, c'est des précisions qui vont être apportées sur certains instruments qui présentent des caractéristiques particulières. Donc les instruments qu'on va qualifier de sans recours et les instruments qui sont contractuellement liés. Donc ici, les amendements viennent préciser la définition, le périmètre de ces instruments et également donner des critères d'analyse et des applications pratiques sur la façon d'appréhender ces instruments en matière de classement et de respect du critère SPPI. Au-delà donc de ces amendements, comme d'habitude, dirons-nous, il y a des informations qui doivent être communiquées en annexe qualitatives et quantitatives, donc notamment sur les instruments qui présentent des clauses qui peuvent modifier la périodicité ou le montant des flux de trésorerie futurs.
Également, point important, c'est qu'on a de nouvelles informations aussi qui vont être requises sur les placements, donc les actions, les titres de participation non consolidés, etc., qui sont classés en juste valeur par capitaux propres non recyclables, puisque là, il sera désormais nécessaire de faire la distinction entre les gains et les pertes réalisés sur la période par rapport aux gains et aux pertes latents, ce qui jusque-là n'était pas le cas. Donc, ce sera un texte qui sera d'application obligatoire à compter du 1er janvier 2026. Une application anticipée sera possible pour certains de ces amendements, notamment dispositions relatives au classement des actifs financiers. Et on sera sur l'application d'une méthode rétrospective, mais sans obligation de retraiter les informations comparatives. Alors, compte tenu de l'heure, là, on voulait vous parler de décisions récentes de l'IFRIC et de l'ESMA. Je vais juste vous parler de la décision de l'IFRIC sur les segments opérationnels IFRS 8 et puis on terminera la conférence là. Voilà, c'est celle qui nous semble la plus importante. Donc, l'IFRIC avait été saisi d'une question concernant l'application d'IFRS 8 et plus particulièrement quels éléments de produits et de charges devaient être détaillés par secteur en application du paragraphe 23 d'IFRS 8. Alors ce paragraphe 23, il donne une liste d'informations qui doivent être fournies par secteur et puis il y a un paragraphe F qui nous dit les éléments il faut aussi fournir par secteur les éléments significatifs de produits et de charges communiqués conformément au paragraphe 97 d'IAS 1, présentation des états financiers. Et le paragraphe 97 d'IAS 1 nous dit lorsque des éléments de produits et charges sont significatifs, l'entité doit en indiquer séparément la nature et le montant. Et on a un paragraphe 98 qui indique les circonstances qui peuvent donner lieu à une formation distincte, à une information distincte relative à des éléments de produits et des charges. Et puis on a une liste qui sont essentiellement des éléments inhabituels. Alors, dans sa décision, l'IFRIC a confirmé que les informations qui sont listées au paragraphe 23 doivent être fournies par secteur. Si elles sont incluses dans la mesure du résultat sectoriel, et ce, même si elles ne sont pas revues séparément par le principal décideur opérationnel, mais également si elles sont revues séparément par le principal décideur opérationnel, même si elles ne font pas partie de la mesure du résultat sectoriel. Donc on est bien dans où, enfin, elles sont dans le résultat sectoriel ou elles sont revues séparément par le principal décideur opérationnel. Et puis, il a également indiqué que les éléments de produits et charges que l'on doit présenter en application du paragraphe 23F, hein, éléments de produits et charges matériels participant au résultat sectoriel, eh bien, ça ne se limite pas aux seuls éléments inhabituels qui sont listés au paragraphe 98 et que l'appréciation, elle doit se faire sur la base des informations qui sont jugées comme matérielles pour les états financiers pris dans leur ensemble. Alors, le comité d'interprétation précise quand même que ça ne doit pas conduire à détailler par secteur chaque ligne du compte de résultat ou chaque élément de produits et charges qui est fourni séparément en annexe. Mais malgré tout, il est probable que l'information fournie actuellement par certaines entreprises doive être complétée. Et pour savoir comment compléter, eh bien, il nous semble pertinent de s'appuyer sur les informations qui sont contenues dans le reporting transmis au principal décideur opérationnel, en allant au-delà de la première page. Hein. Les pages suivantes peuvent aussi mettre en évidence des éléments d'information importants transmis au principal décideur opérationnel pour apprécier la performance de l'entreprise. Mais on va pouvoir aussi examiner les informations qui sont fournies en dehors des états financiers pour expliquer la performance, afin d'identifier des éléments de produits et de charges qui sont considérés comme importants pour apprécier la performance et qui jusque-là ne sont pas détaillés par secteur selon IFRS 8
pour compléter l'information sectorielle. Voilà, il est 9h34 sur mon ordinateur. On a terminé cette présentation. Et donc, alors j'ai répondu déjà il y avait 4 questions arrivées sur le chat. J'ai répondu par écrit à 3 d'entre elles pendant que Nicolas parlait. Et Patrick, je te redonne la parole Écoute, pour la conclusion de cette conférence et des questions éventuelles. voilà, merci beaucoup. C'est une conférence, là encore, très riche, très complète. On pouvait espérer ou regretter que, avec la stabilisation des normes IFRS, finalement, ces conférences de fin d'année se réduisent à peau de chagrin. Finalement, on constate que ce n'est pas le cas et on voit sur tous les sujets, finalement, des nouveautés dont il va falloir prendre, bien prendre la mesure. Donc moi, j'ai noté en tout cas deux, trois choses. Bien sûr, c'est la montée en puissance de la durabilité. Ce n'est pas une surprise. L'AMF et l'ESMA nous avaient déjà alerté l'année dernière, mais c'est un sujet qui prend de plus en plus d'importance et je reviendrai sur une question après. De la même manière, bon, un contexte fiscal qui lui aussi conduit à des nouveautés, et puis un certain nombre de textes ou de décisions prises par soit le board de l'IASB, soit par l'IFRIC, qui là aussi ont des incidences pas forcément négligeables. Je note que, sans surprise, la notion de transparence et d'information dans l'annexe doit rester le maître mot parce qu'on a de plus en plus d'appréciation du jugement pour apprécier la traduction comptable d'un certain nombre d'événements. Alors, il y a un point que vous avez abordé en filigrane, mais je pense qu'il est important de le rappeler, c'est ce contexte économique de cette clôture qui reste soumis à un certain nombre d'incertitudes, soit tant économiques que géopolitiques. Et je dirais, Nicolas, tu l'as abordé en rappelant toutes les problématiques liées aux aspects de liquidité et de continuité d'exploitation qui ont été fortement reprises d'ailleurs dans les recommandations de l'ESMA et l'AMF. Donc peut-être trois points ou trois précisions. La première, j'en reviendrai sur IS 37 et l'amendement donc lié à la question de convient-il ou non de constater une provision dès lors que j'ai pris un certain nombre d'engagements, notamment dans le cadre d'un plan de transition. Donc j'ai bien noté cet amendement, il est bienvenu parce que c'était des questions qu'on pouvait tous se poser jusqu'où Ce n'est cette... pas un amendement, c'est une décision de Pardon, l'IFRIC. décision, pardon, cette décision de l'EFRIC, elle était bienvenue parce qu'on s'interrogeait tous jusqu'où je devais ou non prendre en compte cet engagement. Donc moi j'ai bien noté que ça sera vraiment par exception, en tous les cas à ce stade, qu'il y aura des provisions à constater au titre d'IS 37. En revanche, bien naturellement, tout ça pourra s'accompagner, je dirais, de dépréciation dans le cadre de la mise en place de test d'impairment, puisque qui dit mise en place d'un plan de transition va se traduire naturellement par des durées de vie peut-être raccourcies sur un certain nombre d'équipements, voire des changements de matériel ou autre. Donc, c'est moins le volet IS-37 que le volet IS-36 qui prendra l'importance. Enfin, Alors, je vais répondre en deux temps. D'abord, enfin, le volet IAS 37, il peut prendre de l'importance, mais à partir du moment où on entre effectivement dans la période où on s'est engagé, au titre desquels on a une obligation qui se traduit par une sortie de ressources sans contrepartie. je... Donc, quand on s'est engagé à compenser intégralement ces émissions, eh bien, dès que l'on émet des gaz à effet de serre, eh bien, on a une obligation qui naît. Mais l'émission est préalable à la naissance de l'obligation.
Si on dit dans 2 ans, dans 2 ans, je compense tout, eh bien, pour le moment, je n'ai pas de provision. Et donc, effectivement, ça va être beaucoup plus. Mais, alors, pardon, mais en revanche, c'est bien d'expliquer. Je crois que la vertu de cette décision de l'IFRIC, c'est une vertu pédagogique, Mm. hein, sur l'application de l'IAS 37, puisque certaines parties prenantes s'attendaient à avoir des provisions partout dans les comptes au titre Oui, de tout à fait. ces engagements-là. Mais ça ne mange pas pain d'avoir un peu aussi de pédagogie à l'intérieur des comptes pour expliquer à partir de quand on a une provision et enfin, qu'est-ce qu'on provisionne et quand. Et puis effectivement, il y a la partie test de dépréciation, il y a la partie amortissement des actifs, et ça peut avoir des impacts ou pas. Je renvoie à la présentation que j'ai faite sur l'exemple 1 du projet Climate Mm. Related et Disclosure, où Sûr. Mm. justement, il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact parce qu'il n'y a pas lieu de changer la Oui, durée d'amortissement parce que la durée résiduelle est déjà faible et que donc simplement ben, les équipements polluants vont être remplacés entre guillemets naturellement par des oui, équipements non polluants. Mais c'est ce que nous dit cet exemple-là, c'est que ça mérite des explications à partir du moment où on est identifié comme étant dans un secteur avec un risque de transition élevé. non, c'est clair, c'est clair. Alors, deuxième commentaire, ça concerne donc l'aspect fiscal. Donc, moi, j'ai bien noté qu'au niveau pilier 2, bah, ça y est, il fallait déjà comptabiliser l'impôt exigible. Bon, on a cette suspension de l'impôt différé en espérant qu'il va peut-être soit supprimé. Mais bon, Moi, j'y crois pas à le voir arriver un jour cet impôt voilà, différé. ce qui est quand même une logique un peu, enfin voilà, on va pas trop se compliquer la vie, mais enfin, en tous les cas, l'impôt exigible, là, on n'y coupe pas de cette année. J'ai bien écouté tes propos concernant la taxe sur les rachats, l'annulation après rachat d'actions, et je comprends que le débat reste très ouvert. Juste une question, mais vraiment de béotien, pardonne-moi. On sait tous que tous ces projets sont en cours de réflexion. On ne sait pas du tout quand tous ces projets vont sortir. Peut-être vont-ils sortir début 2025. Enfin, je ne sais pas si c'est possible, hein, mais euh, on a quand même un principe de base qui est bien le fait que les textes doivent être votés avant la fin de l'année. Que se passerait-il dans l'hypothèse d'école où ces textes seraient votés en début d'année 2025, mais avec un effet rétroactif? Je ne pense pas qu'on pourrait s'en exonérer pour autant. Mais il y a quand même cette notion de voter ou quasi-voter qui, dans le contexte politique actuel, le quasi-voter, c'est quand même D'accord. OK. c'est quand même aléatoire, mais on a aussi le 49.3. Donc, Oui. si le gouvernement dit, ben moi, sans accord, de toute manière, si le gouvernement annonce que sans accord, il passera avec le 49.3, je pense que ça va être. Enfin, c'est compliqué de ne pas en tenir compte. Ouais. Et après, deux petits points concernant les aspects, je dirais, entre guillemets, de normalisation. Un point d'anticipation, ça, vous avez été très clair, même si l'échéance est pas immédiate, mais sur IFRS, alors je ne sais jamais laquelle, je me trompe toujours, sur tout ce qui est public information, donc information à fournir dans les états financiers. Donc là, en fait, c'est bien une logique d'anticiper pour l'évolution du système d'information pour être prêt lorsqu'il faudra la mettre en vigueur. Donc ça, c'est un autre point de Oui, vigilance. puis parce que ça a un effet rétrospectif, donc Voilà. Ouais. on retraite les périodes comparatives aussi. Voilà, tout à fait. Donc, Alors, donc ça, c'est un vrai point de vigilance pour pas être surpris au dernier moment. Et puis, comme tu nous avais dit que Nicolas était un grand spécialiste de tout ce qui est PPA, donc moi, j'avais une question, j'ai parfaitement bien compris la différence entre on-news, etc. Et si on s'arrête justement sur le on-news,
Vous êtes bien resté sur les bons principes, mais moi je comprends donc qu'il est parfaitement possible, et vous l'avez bien expliqué, que même si je suis dans la logique news, je vais pas pouvoir, je ne vais pouvoir utiliser qu'une partie de l'électricité produite, hein, donc ça c'est possible. En revanche, dans le cas français, à ma connaissance, on ne peut pas se raccorder directement, un producteur ne peut pas se raccorder directement sur le réseau et doit passer par le biais d'un intermédiaire, hein, qu'il soit notamment un agrégateur ou autre. Et donc dans ce cas-là, je comprends que je vends la totalité de l'électricité que j'ai produite et je vais en racheter qu'une partie. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste toujours dans le on-use ou est-ce que... voilà. Alors là-dessus, effectivement, ça rajoute, on va dire, un peu de complexité, une étape supplémentaire dans l'analyse, puisque la question qu'on va se poser dans ce cas précis de schéma, on va dire, tripartite avec agrégateur qui va faire office d'intermédiaire, c'est la question de savoir si euh, on, on transforme le profil par l'agrégateur par rapport à ce qui est l'électricité qui est produite. Donc la question, pour répondre à cette question, on regarde au niveau des flux intermédiaires si on peut rester dans cette qualification de news et on va s'assurer en fait de deux choses. On va s'assurer d'abord que le volume qui est vendu à l'agrégateur, donc ce qu'on qualifiait de Mhm. as produced par la ferme éolienne ou solaire par exemple, est racheté aux fournisseurs quasi simultanément et que on va pas avoir de biais à la revente qui viendrait remettre en cause la position net acheteur. Donc ça veut dire par exemple, si je prends quelque chose d'assez concret, on va pas venir transformer de manière asymétrique par l'intermédiaire ce qui va être reçu en introduisant par exemple un cap sur les montants qui ont été récupérés. Sous réserve du respect de ces deux conditions-là, après, on reprend l'analyse telle qu'on l'avait développée aux bornes du schéma. Et donc, on s'assure que on prend en compte les volumes excédentaires via les reventes selon les critères qu'on avait détaillés tout à l'heure, à savoir qu'on peut compenser par des rachats au moins équivalents, etc. Donc, on a d'abord cette étape intermédiaire au niveau des flux intermédiaires en vérifiant qu'on n'a pas de transformation importante et ensuite on reprend l'analyse mais aux bornes du schéma dans son ensemble une fois qu'on a passé cette étape-là. Enfin, non, mais c'est très clair. Bon, donc on a effectivement, mais c'est de ma faute, on a un peu dépassé le temps, mais bon, on aurait pu là encore rester toute la matinée. Donc un grand merci à vous deux parce que tout ça, c'est énormément de travail, de préparation en amont. Merci pour la pédagogie que vous avez su montrer sur l'ensemble des sujets. Et puis, bon, on a bien compris qu'on pouvait vous interroger directement en tant que de besoin. Donc un grand merci à vous. Et puis pour ceux qui ont encore eu la patience d'attendre jusqu'au bout, ben, je souhaite à tous une très joyeuse fête de Noël et puis de bien terminer l'année pour recommencer en pleine forme. Une année 2025 qui s'annonce quand même un petit peu rock'n'roll. Mais voilà. Eh bien écoutez, un grand merci, très bonne fin de journée à tous et à l'année prochaine. Donc Merci voilà. à tous, bonne journée, Au bonne revoir. Merci, fin de au semaine revoir. et bonne fin d'année.